کنفرانس بین المللی ایران چشمانداز تغییر 29 ژوئن 2018 پنل چهارم قیام مردم ایران، نقش و جایگاه مقاومت سازمان یافته. I have met so many great friends, people of Iranian background, people from here in France, from the United States, from around the world, and I'm so pleased to stand in solidarity with you and with the Iranian people. The people of Iran will remember who was with them in these darkest hours, these past 4 years. Why does it matter that people from around the world who come together and share the same values, freedom, human rights, democracy, the rule of law, tolerance, pluralism, why does it matter that we speak to the people of Iran, whether it's online or through video right now? Iran has a phenomenal history. It has a phenomenal culture. It has the potential to take its place, its rightful place, as one of the leading nations of the world. It has great people, great education, and great potential, great natural resources. The only thing holding the people of Iran back are the mullahs, and we must come together to stand with the people of Iran. In some 142 communities, whether it's those who are oppressed because of the poor economic conditions and deteriorating economic conditions, whether it's those fighting the political battle in Tehran, whether it's on a bridge in Tehran, in a market in Tehran, or throughout the country, we must rally these people to come together and fight for a better life, a better quality of life, and a better future for their country. When change comes, the change will happen very, very quickly, and I am convinced that a brighter day lays ahead for the people of Iran. And when it happens, all of us will be able to say we played a small part in making that happen. Thank you so much. Je vais quand même vous rappeler que lorsque le docteur Mossadegh, dans une démarche légitime, patriotique et intelligente, a décidé de nationaliser l'Anglo-Iranian Company, c'est-à-dire mettre fin à la mainmise de la Grande-Bretagne sur le pétrole iranien, les États-Unis, en l'occurrence la CIA, et les Britanniques ont fomenté un coup d'État qui, en 1953, a abouti à renverser le docteur Mossadegh. Énorme erreur. Le docteur Mossadegh était un démocrate. Les Américains n'en savaient rien. Ils ont aidé le régime impérial à régner par la force, et en particulier, ils ont répondu à cette attente qu'ont tous les régimes dictatoriaux de disposer d'une police politique qui lui permet d'assurer la permanence de son pouvoir. Et lorsqu'en 1965, un certain nombre de jeunes gens, de jeunes intellectuels iraniens, ont décidé de se dresser contre le pouvoir féodal du Shah d'Iran, ils ont trouvé en face d'eux cette police politique formée par les services américains et les services israéliens. Deuxième erreur. Les États-Unis ont été un des premiers pays à coucher l'OMPI sur la liste noire des organisations terroristes. Énième erreur, parce que l'Europe, qui fait beaucoup de suivisme vis-à-vis des États-Unis, donc les États-Unis, quand ils ont évidemment couché l'OMPI sur la liste noire des organisations terroristes, ont été suivis par l'Europe, et il s'en est fallu de très peu, de très peu, du courage, de l'obstination, de l'organisation de l'OMPI et du CNRI, que cette décision ne soit définitive et ne sonne définitivement le glas des ambitions et des légitimes revendications à l'indépendance, à la dignité et à la justice et à la démocratie du peuple iranien. L'OMPI s'est retrouvé avec un leader, Mariam Rajavi, qui n'a pas cédé, qui a montré un courage absolument extraordinaire à ce moment-là. Elle a tenu la maison, comme on dit, et la maison ne s'est pas écroulée. Et loin de s'écrouler, elle a pu commencer à regagner du terrain.
on a pu découvrir, les gens de la résistance ont pu découvrir que l'Iran, qui abusait tout le monde, était en train de fabriquer la bombe atomique, l'arme atomique. Bon, M. Obama a absolument voulu avoir son heure de gloire et son franc succès en négociant avec l'Iran. Mais c'est le genre de pays avec lequel il ne faut pas négocier, justement. Et ça, M. Trump, lui, il l'a parfaitement compris. J'ai personnellement dit, dès le départ, sans attendre M. Trump, que je ne connaissais pas, que c'était un mauvais accord. Et pourquoi c'était un mauvais accord? Parce que quand vous voulez l'arme nucléaire, il faut deux choses. Il faut l'engin, l'explosif, la bombe, ce qu'on appelle vulgairement la bombe, mais il faut le moyen de le transporter. Si vous n'avez pas de vecteur pour transporter l'arme nucléaire ne vous sert à rien. Or, aujourd'hui, dans le monde actuel, le vecteur, ça n'est plus la composante pilotée, c'est-à-dire l'aviation, c'est ou le missile balistique intercontinental ou le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Alors, voilà, il suffisait de se rendre compte, avoir l'obstination des Iraniens de vouloir continuer à travailler dans le domaine balistique. À partir du moment où l'Iran voulait accéder à la capacité d'envoyer des vecteurs, donc des missiles balistiques intercontinentaux, c'était évidemment pas, je l'ai dit à l'époque, pour transporter des caisses de fromage, mais purement et simplement des engins de destruction massive. Voilà. Heureusement, il y a eu les élections américaines. Heureusement, M. Trump a été élu et il a expliqué que cette politique de complaisance vis-à-vis du régime conduisait évidemment à la faillite. Il a eu beau jeu de se référer à toutes les tromperies dont le régime s'est rendu l'auteur à l'égard de tous les pays qui ont discuté avec lui. Et nous en sommes aujourd'hui j'en reviens maintenant à mon point de départ, nous en sommes aujourd'hui à ce constat que, pour la première fois depuis 65 ans, nous avons aux États-Unis, pays le plus puissant du monde, un président qui comprend quelque chose aux affaires de l'Iran. Oui, merci beaucoup. Thank you. Over to you, Mr. Stevenson. Thank you very much. The session this afternoon is to focus on the protests and the role of the opposition. I've been transfixed watching television over the last month about the volcano in Hawaii, looking at the constant tremors, the earthquakes, the explosions. And it occurred to me before coming here that geophysical phenomenon has a lot in common, a lot in parallel with the political situation in Iran. You've seen since last December, with the massive uprising, not only in Tehran, but over 142 cities, 31 provinces, tens of thousands, hundreds of thousands of people taking to the streets. Mitchell, you said in your opening remarks, the people have found their voice again. The 80 million population of Iran, half of them are under the age of 30. But these young people are prepared to risk their lives going onto the streets and protest. And believe me, watch what happens in Hawaii. There is going to be an eruption of volcanic proportions which sweep away this evil regime. You know, the regime, of course, has retaliated in its time-honored fashion, sending out the IRGC, its Gestapo. They've arrested 8,000 people. 14 of them have been tortured to death in prison. They then claimed to the relatives and to the international press that these young people had died of drug overdoses in prison. Do you know, the people who are taking to the streets have had enough.
They look at the way the mullahs have stolen their money. They look at the way that the mullahs are using the wealth of Iran to finance Bashar al-Assad, now in his 7th year of that bloody civil war, to finance the brutal Shia militias who are desiccating the Sunni population of Iraq, to finance the Houthi rebels in Yemen, to finance Hezbollah. And the people are saying, enough. You see this in the chants where they're saying, death to Khamenei, death to Rouhani, forget Syria, what about us? This is no longer what the Western press pretend. It's no longer a fight between the moderates and the hardliners. There are no moderates. Rouhani, because he smiles to the camera, is not a moderate, or he wouldn't be president. He is an evil monster like all the other mullahs. But one of the interesting factors arising from this series of protests, which this very week has taken place in the Grand Bazaar in Tehran, the merchants, the shopkeepers in that Grand Bazaar were the traditional backbone of this regime. But they are protesting. They are protesting at the collapse in the economy, the collapse in the rial. They can no longer afford to buy goods to sell to the people, and the people have no money to buy the goods anyway. They are now saying we've had enough. But the interesting thing that has emerged from all this, the leaders in Iran, Khamenei himself, Rouhani, they are now pointing the finger of blame at the MEK, at the PMOI. They used to say the PMOI are an irrelevant little grouplet. They're only a nuisance. They're nothing to take seriously. Now they are saying they're behind the uprising. They are taking them seriously. Because you know they fear Mrs. Rajavi. And the reason they fear Mrs. Rajavi is because they fear democracy, they fear justice, they fear freedom. But it's interesting, you know, that whenever you get the international smell of the collapse of this evil dictatorship, then political opportunists start to slither out from under the stones of history. Last week, we saw Reza Pahlavi giving an interview to Bloomberg News. Reza Pahlavi, who for 4 decades has remained silent, living off the billions of dollars that his dictator father and his family robbed from the Iranian people. But now suddenly he has found his voice. He wants to be heard. He told Bloomberg News that his strategy was the reintegration of non-corrupt, non-criminal members of the paramilitary forces. This will be his new replacement regime. Well, he's going to have some difficulty finding non-corrupt, non-criminal members of the IRGC. But, you know, it's time Europe followed America's lead. We heard very eloquently from Yves Bonnet how Donald Trump has torn up the nuclear deal, which was an absurdity from the beginning. Imagine signing a deal that forbade any nuclear inspectors from going into any military establishments in Iran, which of course is where all the nuclear activity is taking place. It was an absurdity. And releasing the billions of money that was tied up in sanctions, which were immediately used for rearming Bashar al-Assad, for rearming the Houthi rebels, Hezbollah, the Shia militia in Iraq. Ludicrous. Now Europe has got to stand up and be counted. Do you know our High Representative for Foreign Affairs, Federica Mogherini, she has lost all credibility since she went to Tehran
wore the veil, stood for selfies with the mullahs, and now, on the day she was there, they hanged 5 people. And now the mullahs are saying to the Europeans, we want you to compensate us for all the money we will lose now that Trump has torn up the nuclear deal, trying to blackmail Europe into doing this. And the European leaders are taking the mullahs seriously. Well, you know, I have a message for all those European companies who seem to have forgotten the words human rights when they try to sign these rich commercial deals with the Iranians. For every dollar that they make in Iran, they're going to lose $1,000 in America. The reality is they cannot continue to do business with this evil Iranian regime. The days of Obama's appeasement policy are over. The days of Neville Chamberlain are over. So the EU have got to wake up and smell the coffee. They've got to back the American position on this. The UN Security Council have got to start taking action against the mullahs for the 30,000 political prisoners who were executed in 1988, political prisoners hanged for opposing the mullahs' regime, and nothing has been done about it, one of the biggest crimes against humanity since the end of the Second World War. It's time the UN stood up and was counted as well. We are facing very quickly the volcanic eruption that I spoke about. We are facing the end of this regime, and it is our job to see that the PMOI, the MEK, and Mrs. Rajavi are in position to take power to restore democracy, restore freedom, and restore justice to the people of Iran. Thank you. Thank you very much. Il y a 70 ans, je crois, c'est en 1939, 2 gouvernements, le gouvernement français et le gouvernement britannique, sous la direction de Daladier et Chamberlain, si je ne me trompe pas, sont allés à Munich. En 1938, avec les meilleures intentions du monde. Il croyait, dictateur de l'époque, en lui cédant l'Autriche et les Sudètes. Car il leur a promis, il leur a dit, si vous me donnez ça, je ne ferai pas la guerre. Et quelques mois après, la Pologne était envahie. Et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que les puissances occidentales peuvent commettre des erreurs tragiques, et que l'histoire bégaye et a recommencé avec cette histoire iranienne. Et Churchill, quand il y a eu la guerre, il a dit aux 2 gouvernants, vous avez cru gagner la paix en cédant l'honneur, vous avez eu et la guerre et le déshonneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je cite ce fait? Parce qu'il y a une ressemblance étrange avec l'attitude que j'espère passer des Occidentaux vis-à-vis de la résistance iranienne, qui est basée exactement sur la même erreur tragique. En 1997, il y avait l'arrivée à la présidence de la République iranienne Khatami, qui était considéré comme étant un modéré.
Et je ne sais pas qui a mis dans la tête des démocrates, mais à l'époque, ils ont dit nous allons résoudre ce problème iranien en favorisant l'éclosion d'un courant modéré. Et pour favoriser ce courant modéré censé être représenté par Khatami, ils ont sacrifié purement et simplement la résistance iranienne. Et ils l'ont inscrite dans la liste des organisations terroristes. Les États-Unis ont été suivis par le gouvernement, l'administration Blair, et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Stroh, lui-même a dit, nous avons inscrit l'OMPI dans la liste des organisations terroristes pour apaiser le gouvernement iranien, pour apaiser le régime de Mollah. Struan Stevenson a cité tout à l'heure le cas des massacres de 1988, c'est-à-dire à la fin de la guerre, où il y avait plus de 30 000 prisonniers politiques dans les geôles des Mollahs, et que c'était des prisonniers qui avaient été condamnés par la justice iranienne. Les uns à 3 ans de prison, les autres à 10, les autres à 15, les autres à 20, et certains survivants sont ici d'ailleurs, dans cette salle, et en Europe, ils peuvent témoigner. Une simple fatwa de Khomeini a fait que ces 30 000 prisonniers ont été pendus, exécutés. Dans un silence assourdissant, la communauté internationale, le monde occidental, qui n'a de mots que pour les droits de l'homme, la justice, la paix, eh bien, il s'est tu. Il s'est tu. Ce n'est que maintenant que l'ONU, depuis l'an dernier, a ressorti cette affaire et dont nous espérons que pour la première fois, l'Assemblée générale des Nations unies a soulevé ce problème et nous espérons qu'il conduira à passer les Mollahs par le tribunal pénal international. Parce que c'est un crime contre l'humanité qui a été commis et sur lequel la communauté internationale s'est tenue. Alors, j'en viens à l'histoire de courants modérés. Comment peut-on commettre des bévues monumentales au niveau des plus grandes puissances? Il ne peut pas y avoir de régime des Mollahs modéré. Pourquoi? Parce que le régime des Mollahs est basé sur l'instrumentation de la religion musulmane à des fins politiciennes. Et ce régime qui, au nom de l'islam, a tué des dizaines de milliers d'Iraniens et les a exécutés, tout simplement parce qu'ils se sont opposés à son action, ne peut pas être modéré, ne peut pas avoir un courant modéré. L'islam qui se définit comme étant la religion du milieu, din al-wasat, l'islam se définit dogmatiquement comme la religion du milieu. L'islam il déteste les extrêmes. Donc, on ne peut pas, si on a la moindre connaissance de la situation de cette région-là, on ne peut pas comprendre que ceux qui tuent des innocents puissent être modérés. Et dans le Coran, tuer des innocents est défini exactement comme dans ces termes-là, comme un crime contre l'humanité. Donc le travail que nous avons à faire, c'est absolument rétablir la vérité de la problématique iranienne. La problématique iranienne, c'est celle-là. Il y a une dictature, et vous savez que les dictateurs, pour s'imposer, pour mieux s'imposer à leur peuple, ils cherchent l'expansion. Ils cherchent à s'étendre vers l'extérieur. Vers l'extérieur. L'Iran s'est fixé dans son objectif par écrit, veut dominer le monde arabo-musulman. L'Iran, le régime des Mollahs, veut dominer, et comment le dominer? Par la déstabilisation. Regardez ce qui se passe. Les 4 centres de violence guerrière en Irak, qui est derrière? L'Iran. En Syrie, qui est derrière? Le régime des Mollahs. Au Liban, qui est derrière? Le régime des Mollahs. Au Yémen, qui est derrière? Le régime des Mollahs. Et j'ai vécu moi-même en tant que chef du gouvernement sous la présidence de Boudiaf, qui est le chef le plus prestigieux de la lutte de libération nationale algérienne.
Mohamed Boudiaf a rompu les relations diplomatiques avec l'Iran en 1992, il était essentiel du gouvernement. Pourquoi? Parce que cet Iran-là, nous avons constaté qu'il a soutenu matériellement, politiquement, financièrement, militairement, le terrorisme en Algérie, ce terrorisme que Yves Bonnet connaît bien. C'est un directeur de la sûreté du territoire. C'est quelqu'un, c'est l'un des rares responsables qui a été du côté de l'Algérie pendant la période du terrorisme. C'est l'un des rares. Donc, il faut bien se mettre en tête que ce qu'on appelle cette opposition, mais on avait à tort. La résistance, l'OMPI, le CNRI, c'est d'abord un mouvement de résistance. Ce n'est pas un simple parti politique qui est là pour contester le pouvoir à un pouvoir en place. Car l'action de l'OMPI, elle ne date pas de 1979, elle date du Shah. Et ce sont eux principalement, comme l'a dit Yves Bonnet, les successeurs, les fils spirituels de Mossadegh, qui ont fait tomber le Shah. Regardez, il y a les instruments audio existent jusqu'à maintenant. Massoud Rajavi, il y a des films, des documents audiovisuels qui montrent des meetings qu'organisait Massoud Rajavi en 1980. Il réunissait 500 000 Iraniens à Téhéran. 500 000. Et c'est maintenant seulement que ce mouvement qu'on considère comme non représentatif, innocemment, Khamenei dit, derrière ces manifestations dans 142 villes iraniennes, les plus importantes, c'est l'OMPI qui est derrière. Quelle plus belle reconnaissance du fait que l'OMPI peut déclencher la révolution en Iran. Et c'est pour ça que Mme Rajavi, depuis des années, bien avant l'accord dont a parlé Bonnet, bien avant, elle a dit la solution du problème, ce n'est pas la négociation. Parce qu'un dictateur, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Il peut vous promettre tout. Il ne vous donnera rien. Ce n'est pas non plus la guerre, parce qu'elle servira le régime en place, elle le présentera comme une victime. C'est là qu'elle a parlé, elle n'a pas jamais cessé de parler de la troisième voie. La troisième voie, c'est laisser le peuple iranien se débarrasser de ce régime. Et seul le peuple iranien le dégage. Et le peuple iranien, il a une seule organisation qui le représente et qui est capable de constituer une alternative. Et le peuple iranien a la chance d'avoir un peuple. Demain, ce régime s'écroule, il y a le peuple qui est là, qui peut actionner et qui peut, disons, véhiculer les mouvements vers le positif. Maintenant, reste les affaires économiques. Là aussi, les Occidentaux se trompent. Hein. La rafle scélérate que nous allons commémorer demain, dont a parlé Yves Bonnet, c'était simplement pour gagner un contrat. Mais si on veut vraiment, et il faut parler de l'économique, mais l'économique, c'est quoi? C'est les échanges, c'est l'importance des échanges commerciaux entre l'Occident et l'Iran. L'Iran est incapable d'échanger, sauf quel contrat, parce que le régime politique dictatorial est par définition incompétent. Tout l'argent est parti dans les poches des dirigeants. Par contre, demain, quand il y aura un mouvement démocratique qui cherche les intérêts du peuple, là, il pourra développer le pays et échanger 100 milliards au lieu de 10 actuellement. Donc même la raison économique est fausse. Elle est fausse. Ce n'est pas ça qui justifie la complaisance avec les mollahs. Nous sommes plus nombreux maintenant à expliquer la réalité de la lutte du peuple iranien, la réalité de la résistance iranienne et les enjeux que ça représente, non seulement pour le peuple iranien, mais pour nous tous en tant que membres de la communauté internationale et amoureux de la paix et de la justice. Merci beaucoup.